Ce n'est pas une question de race, pas une question de couleur, pas une question d'équipe et pas une question de ville. Ce n'est pas une question de pays, pas une question de principe, pas à propos de qui est en tête ou de qui descend dans le classement. Ce n'est pas une histoire de tradition ou même de réputation. Ce n'est pas une question d'amour et pas une question de haine, pas une question de supporters et ce n'est pas à propos du foot. Découvrez de quoi il s'agit vraiment dans une nouvelle série sans contenu. Hooligan FC, lundi 22h35 sur Discovery. Danny poursuit son voyage au cœur du hooliganisme aux Pays-Bas. Il se rend à La Haye. Il espère y rencontrer un autre des groupes de hooligans hollandais les plus célèbres. Amsterdam a beau être la capitale des Pays-Bas, le Parlement se trouve derrière moi, à La Haye. Ironiquement, La Haye abrite aussi le club de hooligans le plus subversif du pays. Le club de La Haye s'appelle le North Side. Soutenir le club de La Haye est l'affaire de la classe ouvrière. Son club de hooligans est connu dans tout le pays. L'Ajax est son principal rival. Leur haine réciproque remonte à un match de la fin des années 80 qui marque un tournant important. Les supporters de La Haye jettent des bombes et des fumigènes dans les travées des supporters de l'Ajax. Le match doit être interrompu au bout de 45 minutes alors que la police affronte les hooligans. Les images de corps inertes évacués des gradins marquent le téléspectateur hollandais. Danny se rend au lieu de rendez-vous arrangé avec le COP de La Haye quand il reçoit un coup de téléphone. Je vous explique. Ils ne sont pas contents parce qu'on a parlé aux mecs de l'Ajax. Alors, ils ont carrément annulé le rendez-vous. Ils ne veulent pas nous voir. Ils nous ont dit que la rencontre pourrait se faire, mais que dans ce cas, ils ne garantissaient pas notre sécurité. Ça veut dire quoi, ça? Pour moi, c'est un non. Je suis super déçu sur ce coup. On s'est tapé des bornes et des bornes dans tout le pays pour rien. Mais bon, ces mecs ne plaisantent pas par rapport à tout ça. En tout cas, ça montre bien à quel point les deux parties se détestent. Simplement parce qu'on a parlé à ceux d'Amsterdam. Ces mecs ne veulent plus nous voir. Mais je suis déçu. Enfin, on va reprendre la route et continuer. Danny ne devrait pas être surpris. La haine entre les hooligans de l'Ajax et de La Haye couve depuis des années. Grote vlammen sloegen vannacht uit het Ajax supportershome naast het trainingsveld bij de arena. Les hooligans de l'Ajax nous ont expliqué comment ceux de La Haye avaient brûlé leur local. Ils se sont ramenés en plein milieu de la nuit, ces enfoirés. Et ils ont cramé notre local. Mais le nouveau est vachement mieux. Alors ils ont bien fait finalement, ces abrutis. Mais la réplique ne s'est pas fait attendre. À peu près un an plus tard, on a attaqué leur local. D'après eux, il n'y avait que 8 gamins de 15 ans dedans. En fait, ils étaient au moins 40 adultes et ils ont détalé comme des lapins. 70 membres du COP de l'Ajax ont participé à l'attaque. 2 hooligans de La Haye ont été poignardés. Non contents d'avoir brûlé le local, les supporters d'Amsterdam prétendent avoir tenté d'immoler 2 de leurs ennemis. La nuit de l'attaque, la police a barré les axes routiers entre les deux villes et le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. Ces mesures plus radicales reflètent le durcissement de la politique nationale de maintien de l'ordre public. Depuis l'an 2000, l'extrême droite hollandaise compte dans le paysage politique. Son chef de file, Pim Fortuyn, a durement critiqué la politique libertaire du gouvernement.
il a exigé un durcissement des lois sur l'immigration et sur le maintien de l'ordre public. La population reprend les thèmes de Pim Fortuyn. Il faut punir les criminels, il faut mater les hooligans. Les choses ont changé, radicalement changé. Les idées de Fortuyn étaient populaires, mais il avait aussi des ennemis. Il a été assassiné en 2002. Certains observateurs prétendent que sa popularité et ses appels à la fermeté ont poussé le gouvernement à adopter une politique plus radicale. Les hooligans sont devenus les ennemis publics numéro 1. Le gouvernement a décidé d'agir avec fermeté et compte bien faire passer le message. Qui gagne? Les autorités ou les hooligans? Et quels sont les effets sur la société? Pendant que la police emploie la manière forte, les clubs de football testent d'autres méthodes. On veut communiquer avec eux, garder le contact, pour essayer de les influencer. De nombreux clubs ont tenté de pacifier leurs hooligans en leur offrant des locaux pour se rassembler et en autorisant même leurs représentants à siéger aux réunions des comités de direction. Danny est en route pour Utrecht, la 4e et dernière étape de son périple. Il va pouvoir vérifier les effets de cette politique de la carotte et du bâton. Le COP d'Utrecht est le premier à avoir un local privé au sein même du stade du club. De nombreux membres du COP sont interdits de stade, où on fait de la prison pour actes violents. Ils ne sont pas aussi nombreux que ceux de l'Ajax ou du Feyenoord, mais ils sont très unis. Allez vous faire mettre. On chiotte. Allez Utrecht, putain. Les hooligans d'Utrecht sont des durs. Leurs confrontations avec des groupes ennemis sont d'une extrême violence. Un jour, le train arrive à Utrecht. Plein de mecs du Feyenoord. Les mecs nous gueulent dessus et tout. Ils nous insultent. Mais on reste le long des voies. On a des bouteilles remplies d'essence et d'huile. C'est le meilleur mélange pour que les flammes durent longtemps, vous savez. Alors, ils arrivent et je vois tous ces cons avec leurs vilains cheveux longs de hippie. Et puis j'en entends un ou deux hurler. Ils braillent les cons. Pourquoi? Parce que le train est en feu. Il est entré en gare comme ça. Feyenoord, on vous emmerde. C'est tout ce que j'ai à dire, ni plus ni moins. Danny a rendez-vous avec Bobby, qui doit lui présenter les membres du COP. Bobby est un ancien hooligan d'Utrecht. Il est aujourd'hui président du COP des supporters. Les dirigeants du club dialoguent avec lui. Le siège du club de supporters d'Utrecht est le plus grand d'Europe. Danny a droit à une visite guidée. Très anglais comme ambiance. Oui. Ici, on a une sensibilité très proche de celle des clubs anglais. Alors on aime bien avoir la même ambiance que chez vous, les mêmes choses. Il y a une affiche de Dixon Dock Green, j'adore. J'ai vu l'écharpe de West Ham là-haut. C'est ce que je préfère ici. J'ai repéré l'écharpe de Manchester United. Mais bon, je t'aiderai à la décrocher tout à l'heure. Il y a un beau luminaire tételé. J'avais jamais vu un truc pareil, c'est beau. Il y a des lustres et tout, c'est très classe. Et le terrain est juste là. Ouais, c'est assez... Ça, c'est impressionnant. C'est unique dans le pays. Et viens voir le terrain. Excellent. C'est la tribune Bunnik. Elle est super célèbre. C'est ici qu'est née la violence dans les stades. Le COP est dans cette tribune, c'est ça? Et les autres supporters sont là-bas.
À droite, les gradins tout publics. À gauche, les familles. Et en face, les visiteurs. Ouais, c'est ça. C'est excellent d'avoir une porte qui donne directement sur vos gradins. J'hallucine. Vous êtes un groupe de hooligans, mais on vous a quand même accordé des privilèges. Je trouve ça incroyable. D'où ça vient? Vous bénéficiez d'une certaine confiance de la part des dirigeants du club? Oui. C'est pour ça que tu es président des supporters? Oui, je suis président depuis près de 2 ans et demi. Je représente 6000 supporters et à peu près 200 ou 300 hooligans. Je suis moi-même un ancien hooligan. J'ai été aussi fanatique que les autres. Mais surtout, j'ai la possibilité de pouvoir dialoguer avec tout le monde. C'est pour ça que beaucoup de gens m'ont demandé d'occuper cette fonction de président. Tu peux à la fois gérer les hooligans purs et durs et dialoguer avec les gens plus sensés. Et je dialogue aussi avec les dirigeants du club. Ça c'est bien. D'habitude on mélange pas les torchons et les serviettes, si je puis dire. Je suis impressionné. L'heure est venue de rencontrer quelques hooligans pur jus. Ces hommes n'ont peur de personne. On les appelle les Bunnickside. Ils sont connus pour avoir propagé l'usage des armes dans les stades. Danny n'emmène pas large. Alors il avale quelques bières pour retrouver un peu de contenance. Merci. J'ai une première question assez banale. Santé. Allez, Chelsea. Je déconne pas. Qui sont les Bunnicks? Tout a commencé dans les années 70. On était toujours de ce côté des gradins, dans la tribune Bunnick. Ça s'appelle comme ça à cause de la ville située juste derrière le stade et qui s'appelle Bunnick. J'ai entendu dire qu'en 1980, vous avez détruit votre propre stade. Pourquoi? C'était le dernier match de la saison et on savait qu'il allait être démoli pour faire place à un stade neuf. Alors on s'est dit pourquoi ne pas le faire nous-mêmes? Et on l'a fait. Ces hommes ont réellement démantelé leur propre stade. Comme il fallait faire de la place pour la nouvelle enceinte, ils se sont dit qu'ils étaient les mieux placés pour accomplir cette tâche. C'était l'occasion de s'amuser un peu, quoi. Ça nous semblait normal. Il allait être détruit de toute façon. Alors on a préféré le faire nous-mêmes. Mais ils en ont parlé pendant des semaines à la télé, ça a fait le tour du monde. Et en vacances, quand je disais que j'étais d'Utrecht, on me disait « Ah, vous avez détruit votre stade !» J'imagine. Tiens, on a même une photo. Regarde ça. Les mecs en pleine action. Est-ce que c'est plus dangereux d'être un hooligan aujourd'hui? Le danger vient du fait que c'est devenu pratiquement impossible de se faire de bonnes vieilles bastons générales. Donc si tu veux frapper fort ou faire du mal à quelqu'un, tu dois agir très vite et recourir aux armes pour atteindre ton objectif. C'est pour cette raison que la situation est beaucoup plus dangereuse que par le passé. Presque tous les mecs sont armés de nos jours. Le plus souvent, ils ont des couteaux. Et vous avez des armes? Parfois, vous n'avez pas le choix, pas vrai? On est connu pour utiliser des chaînes de vélo. Ouais. Battes de baseball, couteaux, cutters, tout ce qui peut être utile. Les bouteilles de verre. Et parmi vous, il y en a qui ont fait de la prison? J'ai fait 3 mois. 3 mois. Pour baston? Contre les mecs de l'Ajax. D'accord, avec des chaînes et tout? Lui aussi. Tous les deux? On a retrouvé les mecs de l'Ajax en cabane, mais ils ont eu peur de se battre à l'intérieur. D'accord. J'aurais peur moi aussi, avec un mec comme lui en face de moi. Tu vois sa tête qu'il ne faut pas trop le chercher. C'est un costaud, ça se voit tout de suite. Peine de prison, amende et interdiction de stade. Voilà ce que risquent les hooligans. Il nous explique comment la police les surveille. Théo nous montre les systèmes de sécurité du stade. Il appartient au groupe depuis 25 ans. Il a été 2 fois interdit de stade et a fait de la prison pour violence. C'est le centre de sécurité. Ils contrôlent tout le stade grâce aux caméras. Il y en a partout dans le stade. Il y a aussi la police et les services de sécurité du club. Il y a des officiers de police en civil, d'autres qui sont infiltrés parmi nous. On ne sait pas qui.
La surveillance ne se limite pas aux gradins. La police suit même les hooligans à l'intérieur du club de supporters. Quand ils surveillent des mecs, ça se finit souvent en tôle. Les autorités ont d'abord fait fermer le club des supporters, puis l'ont rouvert. Il était plus facile de garder les fauteurs de troubles à l'œil si on savait où les trouver. Ça permet de mieux canaliser les choses. Ce n'est pas une mauvaise idée. En tout cas, le principe fonctionne bien aux Pays-Bas. On a pu rouvrir parce qu'ils savaient que sans le club, ça lâchait 1500 mecs dans la nature et que ça créait plus de problèmes que là. Danny a pu voir que les hooligans sont acceptés dans les infrastructures des clubs. Il n'est donc pas facile de se débarrasser d'eux. Malgré des méthodes policières plus musclées, le hooliganisme n'est pas près de disparaître des Pays-Bas.